Bienvenue dans l'émission Au clair de la lune. Vous êtes sur Timbre FM. Pour commencer, je vous propose un petit aperçu avec des morceaux choisis de ce dont nous allons parler pendant l'heure qui vient. Donc c'était à ce moment-là où il y avait les réunions dans les cuisines et où on se parlait entre femmes de nos corps, de nos cœurs aussi, de ce qu'on ressentait, de l'orgasme, de la sexualité. Tous les sujets dits tabous ou intimes étaient amenés et les femmes en parlaient entre elles. On travaille beaucoup sur sa propre place au sein d'un groupe, à quoi on sert dans un groupe, qu'est-ce qu'on apporte au groupe, qu'est-ce que le groupe nous apporte. Parce que justement, cet émerveillement-là nourrit cet élan vers l'autre. On est vraiment, il n'y a pas une femme qui mène, on est toutes dans un partage avec nos propres expériences. Je suis Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Fanny à la technique. Le mois passé, dans Au clair de la lune, nous avons soulevé et abordé la question de l'équilibre du masculin et du féminin à travers les âges. Pour cela, nous avons observé les sociétés ancestrales qui vouaient un culte à la déesse mère et leur déclin avec l'arrivée du patriarcat. Pour ce voyage, j'ai été accompagnée de 2 intervenants, Kim et Yann, qui ont partagé leurs recherches sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du féminin sacré dans le cercle. En première partie de l'émission, nous allons retrouver Kim et Yann et nous partagerons leurs expériences de cercle de parole. Puis, en deuxième partie de l'émission, nous verrons la place du sacré dans la danse, avec Laetitia et ses danseuses tribales. Tout un programme. Et maintenant, Eric, générique s'il te plaît. Pour commencer, le féminin sacré guérit le féminin blessé par le patriarcat et guérit également le masculin blessé. Il ne concerne pas uniquement les femmes, le féminin sacré concerne chacun et chacune d'entre nous. Pour soutenir et réveiller en nous la sagesse féminine, nous pouvons nous réapproprier les rythmes et les cycles de la nature, afin notamment d'approfondir la compréhension de notre être. Kim Mizrahi est sage-femme. Et par son travail, elle contribue à soutenir et réveiller une sagesse profondément féminine et reliée à tout ce qui nous entoure, à la nature, mais aussi à la société dans laquelle nous vivons. J'ai choisi de faire ma formation de sage-femme aux États-Unis, et c'est pas pour rien, parce que aux États-Unis, il y a un courant de sage-femme qui est extrêmement, vraiment très intimement relié à son histoire. Une histoire qui date de plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années, clairement, et dont nous on a trace que depuis assez récemment, finalement dans l'histoire humaine, mais on est très relié à ça. Et donc je suis rentrée dans une culture vraiment, on va dire, gynocentrique, c'est-à-dire vraiment focalisée sur les besoins, les compétences et les intuitions et les forces innées de la femme. C'est vraiment ça, pour moi, l'accompagnement de la sage-femme par rapport à la femme, c'est de cet ordre-là. Ce qui est quand même très opposé, je dirais, à la façon dont, en France, par exemple, on approche la sage-famerie, qui est vraiment focalisée sur le risque, sur la pathologie, sur les compétences du technicien plutôt que de la femme. Au début, fin des années 60, début des années 70, il y a eu un mouvement aux États-Unis qu'on a eu aussi en France, partout un peu en pays occidentaux, les mouvements féministes qui ont commencé à vouloir se réapproprier justement certains savoirs, qui ont voulu se réapproprier une autorité sur leur corps. Donc c'était à ce moment-là où il y avait les réunions dans les cuisines et où on se parlait entre femmes de nos corps,
corps, de nos cœurs aussi, de ce qu'on ressentait, de l'orgasme, de la sexualité. Tous les sujets dits tabous ou intimes étaient amenés et les femmes en parlaient entre elles. Et par rapport à la naissance, c'était une prolongation en quelque sorte de cette réappropriation de son corps. Et donc de plus en plus de femmes ont décidé de s'accompagner à accoucher à la maison. En tout cas, hors structure hospitalière, parce que les abus, je n'ai pas parlé des abus, mais je pense que quiconque se penche sur le sujet reconnaît bien que il y a d'énormes abus à l'hôpital. Il y en a eu en tout cas dans les années 60 aux États-Unis. Et donc il y avait des femmes qui de plus en plus non seulement avaient peur d'y aller, mais ne voulaient pas y aller et cherchaient d'autres alternatives. Donc il y a eu des femmes qui ont commencé à se renseigner, donc on continue un petit peu ce processus de se réapproprier un petit peu leur physiologie, leur anatomie, et donc on sont allés chercher des alliés parmi les docteurs entre autres, les infirmières, etc., pour comprendre comment le processus d'accouchement se déroulait et pour pouvoir accompagner ces femmes à domicile. Ces sages-femmes-là étaient vraiment ancrées dans cette tradition féminine qui est je suis maîtresse de mon corps, je connais des choses, je sais des choses, je dois me les réapproprier. Vu que la culture autochtone reste assez proche de la culture occidentale aux États-Unis, en tout cas pour celles qui s'y intéressent et ceux qui s'y intéressent, il y a eu aussi beaucoup de transmissions à ce niveau-là. Des transmissions au niveau de l'herbologie, au niveau de certaines médecines naturelles, d'utilisation d'argile, etc. Donc tout ça ont formé un ensemble de savoirs qui a mûri avec ce genre d'accompagnement à domicile et qui a littéralement donné naissance à un mouvement parallèle de la sage-famerie aux États-Unis. Et les premiers grands congrès de sages-femmes indépendantes, domiciliaires, auto-formés en quelque sorte aussi, se sont tenus en fin des années 70 et c'est une période qui a aussi vu les premières maisons de naissance. Il y a eu des débuts de maisons de naissance en Californie au tout début des années 70, mais le FBI a tout fermé, a fait des procès, etc. Donc voilà. Les femmes ont pris de la force, ont pris du nombre et en fin des années 70, on a vu les premières maisons de naissance s'ouvrir, notamment au Texas, en frontière avec le Mexique. Parce que les savoirs des sages-femmes mexicaines étaient à proximité aussi, les savoirs de sages-femmes autochtones. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment dans les sociétés minoritaires, même dans les sociétés migratoires des Irlandais, par exemple, en début du XXe siècle, des Afro-Américains, des Hispano-Américains. Enfin, c'est dans ces sociétés minoritaires qu'il reste encore de ce savoir vivant dans les années 70. Et donc, c'est elles qui nous ont aussi beaucoup éduqués, nous, jeunes sages-femmes occidentales de l'époque. Ces maisons de naissance ont servi aussi d'école pour d'autres sages-femmes, des sages-femmes étudiantes. On revenait un petit peu à la notion d'école de mystère. Et tout à l'heure, je parlais de gynocentrisme. C'est vraiment une notion que j'ai découverte récemment, d'ailleurs, très récemment, mais qui me parle beaucoup parce que, à la grande différence des écoles de sages-femmes qui sont établies depuis une centaine d'années à peu près, en pays occidentaux, en tout cas en France et aux États-Unis, et qui sont rattachés à l'hôpital, rattachés à la lignée médicale et qui sont organisés autour du principe du risque, de la pathologie, de la peur de la mort, de la peur de la pathologie justement, et donc de la prévention, mais du coup de l'interférence avec un processus qui est normalement physiologique et naturel. À cette différence-là, nous, on part du postulat que le déroulement de l'accouchement est a priori normal, que la femme a les compétences et l'intuition nécessaires pour amener à la vie son petit, l'allaiter, le materner, etc., que son ressenti est
primordial dans le partenariat, la collaboration de suivi avec la sage-femme, et que la confiance qui s'établit dans la relation femme-sage-femme est la base pour un déroulement physiologique, donc normal, de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Les cercles permettent aux individus de se retrouver, de partager et de dialoguer, de se relier chacun et chacune, d'imaginer l'autre comme un ami à qui on peut se confier, déposer ses joies, ses peines, ses expériences, un ami qui saurait tout accueillir. Dans un cercle de parole, l'amitié circule. Et quand on s'assoit dans le cercle, on apporte à chacun un peu de son parcours. Et on découvre des vies différentes qui font parfois écho à la nôtre. Le cercle peut ensuite se réunir régulièrement pour que chacun chemine ensemble. Ou bien, le cercle peut se rencontrer exceptionnellement. Il y a de nombreux cercles de parole partout dans le monde, partout en France. Parfois des cercles de parole entre femmes et des cercles de parole entre hommes, comme ceux que Kim et Yann organisent. Mais ce que je vois dans les cercles de parole entre femmes, et notamment quand ça s'organise autour de thématiques précises, comme l'avortement, comme le vécu de la grossesse, le vécu des premières règles, le vécu de la ménopause, ce sont des passages clés quand même dans la vie d'une femme. Ce que je trouve incroyable, c'est la capacitation des femmes finalement, quand elles sortent de ce cercle. C'est-à-dire que dans ce cercle, elles se sont assises, elles ont parlé, vraiment sincèrement, profondément, en étant écoutées, vraiment sincèrement, profondément. Et quand chaque femme dépose son histoire, il se passe quelque chose dans le cercle qui démultiplie quelque part la prise de conscience de chacune. Donc c'est une richesse absolument incroyable. Et c'est une richesse qui vraiment aide à avancer, qui aide à comprendre, qui aide à apaiser. Et pour moi, toutes les femmes, je parle que des femmes, mais les hommes aussi, mais toutes les femmes, je trouve qu'on a besoin au moins de s'offrir cette opportunité-là, de savoir que cette opportunité-là est à portée de main, à portée de vécu, parce que pour moi, on a besoin des unes des autres pour avancer, pour comprendre ce qui nous arrive, pour s'apaiser aussi avec ce qui nous arrive, parce qu'on n'est pas dans une société qui est porteuse de ce genre de soutien. On n'est pas dans une société qui est porteuse de ce genre de transmission aussi entre femmes. Et vraiment, il s'agit de transmission. C'est-à-dire que c'est pas le savoir d'une femme qui va prévaloir sur les autres femmes, c'est le partage de savoir entre femmes qui va démultiplier cette prise de conscience dont je parlais à l'instant. La notion de hiérarchie, elle est laissée de côté. C'est-à-dire que je ne suis pas une guide, je n'anime pas un cercle de parole, je donne quelques bases fondamentales de fonctionnement, mais ensuite c'est à chacune de s'exprimer. D'ailleurs, l'idée c'est d'accompagner pendant 1 ou 2 fois des cercles de parole naissants. Il y a la notion que la parole et l'écoute sont sacrées, on n'interfère pas, on n'intervient pas, on ne réagit pas nécessairement. C'est difficile parfois de voir quelqu'un qui parle et qui arrive à un point où l'émotion est tellement forte qu'elle commence à exprimer cette émotion à travers des larmes par exemple, et c'est difficile de ne pas aller vers elle, de la toucher ou de ne pas la rassurer ou voilà. Mais pour moi, je vois ça comme une interférence avec un processus qui est vraiment le sien et qui mérite le plus haut respect. Et pour moi, respecter, c'est donner cet espace-là. Il est rare de retrouver des formes géométriques dans la nature, telles qu'un triangle ou un carré. En revanche, le cercle est présent partout. Tout d'abord dans la forme de la Lune et du Soleil. Mais c'est aussi le mouvement de rotation autour duquel tournent les constellations. Plus près de nous, le cercle se retrouve aussi dans une fleur, une simple pâquerette, un clapotis dans l'eau. Pour les Amérindiens, la vie fonctionne toujours par cercle.
Le ciel, la terre et les étoiles sont rondes. Le vent tourbillonne. Les oiseaux font des nids. Le soleil et la lune montent et descendent dans un cercle. Entrer dans un cercle de femmes, c'est aider chaque femme à prendre sa place au sein de sa communauté. Participer, accueillir un cercle de parole, c'est co-créer une société dans laquelle nous apprenons de la sagesse des cultures traditionnelles. Quand je suis arrivée à la maison de naissance où je suis allée me former aux États-Unis, à Maternidad La Luz, qui est la plus vieille maison de naissance école existant au Texas, le premier jour, donc nous étions toutes réunies en cercle. Alors toutes, c'est-à-dire les 10 étudiantes sages-femmes dont je faisais partie, les 10 étudiantes sages-femmes qui étaient déjà en études depuis un petit moment, et les 10 étudiantes sages-femmes qui, elles, finissaient leurs études. Donc il y avait 3 générations d'étudiantes. Et puis il y avait les sages-femmes qui accompagnaient notre apprentissage. Donc tout ça mélangé dans un très beau cercle, dans une très jolie petite maison. Et la façon dont on s'est présenté, donc c'était le tout début du cercle, c'était donc la femme qui a fondé cette maison de naissance, qui s'appelle Kelly, qui s'est tournée vers la femme à sa gauche et qui s'est présentée en disant son prénom, en disant fille de, et en donnant les prénoms de sa mère, en disant petite fille de, et en donnant les prénoms de ses grands-mères, et en disant arrière-petite-fille d'eux, et en donnant les prénoms de ses arrière-grand-mères. Et ainsi de suite, donc elles se sont prises dans les bras, elle l'a accueillie dans ce cercle, et puis la jeune femme qui a reçu cette présentation s'est tournée vers la suivante, et ainsi de suite, on a fait ça pendant tout le cercle. Et de dire, je suis Kim, fille de Annette, petite-fille de Paulette et d'Élise, arrière-petite-fille de Elisabeth Rosa. Et ça a pour effet de t'ancrer directement dans ta lignée de femmes. Voilà toutes les femmes derrière toi qui ont créé ce que tu es aujourd'hui. Le silence est épouvantail, il fait peur à tes idées, il fait peur à ton jardin. Le silence épouvantail, tu as grandi dans un arbre, trop grand pour perdre une feuille, trop petit pour un cercueil, c'est un arbre épouvantail. On t'a appris que pleurer c'était drôle comme le rire, quand tu ris entre tes rides, une rivière s'étire. Aïe, 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 aïe. Le silence est un bruit de moteur qui réchauffe les idées, qui brûle avant d'arriver au silence épouvantail. Tu as appris à marcher dans un sentier de sapin, toi tu marchais sur leur tête couronnée d'étoiles. Aïe, aïe. Le silence aime les souvenirs qui reviennent passer au présent. Le silence n'a pas le temps de me laisser dire que je veux lire entre les lignes de tes mains qui ont donné ton sentiment préféré au silence épouvantail. Le silence épouvantail de la Canadienne Clo Pelgag. On continue l'émission Au clair de la lune. Vous êtes sur Timbre FM.
Nous parlons aujourd'hui des cercles de parole. Un cercle de parole représente une autre manière d'échanger et de se retrouver. Et peut même être une manière de s'entraîner à construire, à petite échelle, la société que l'on se souhaiterait voir autour de nous. Yann fait quant à lui partie d'un cercle d'hommes. Écoutons-le nous le raconter. Vraiment intéressant, en fait, c'est de se rendre compte que si les femmes ont commencé un travail dans les années 70, dont parlait Kim tout à l'heure, comment les hommes, eux, en fait, n'ont pas commencé grand-chose. Et que c'est finalement aujourd'hui qu'il commence à y avoir une prise de conscience du côté des hommes qu'il y a un travail à faire, en fait. Qu'on est le fruit d'une histoire, qu'il y a tout un poids... tout un poids autour de l'homme et une forme de culpabilité, un rapport à la violence, l'addiction, enfin il y a beaucoup de choses. Et puis finalement les questions de rôle, de place aussi socialement. Enfin bon, il y a beaucoup de questions et donc il y a une vraie prise de conscience en ce moment, au moins dans les réseaux alternatifs, et sûrement pas que. Une vraie prise de conscience qu'il y a un travail à faire, qu'il va falloir réinventer un peu l'homme et le fonctionnement, revoir, redéfinir un peu ce que peut être un masculin vivant. Et donc, il y a une prise de conscience, mais il y a encore pour l'instant peu de passage à l'acte. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'hommes qui disent ouais, on va le faire, c'est important, tout ça. Mais quand on propose un cercle, il n'y en a pas beaucoup qui sont présents en fait. Et souvent, c'est intéressant de voir que souvent les femmes suggèrent aux hommes, disent mais ça t'intéresserait pas toi, un cercle d'hommes donc voilà, donc souvent ça passe par les femmes et c'est intéressant. Il y a toutes ces notions-là. Ce dont parlait Kim tout à l'heure à propos des principes du cercle sont les mêmes en gros du côté des hommes. Donc moi je fais partie d'un cercle d'hommes depuis 7 ans, qui actuellement aujourd'hui est en sommeil, mais on a eu vraiment un processus assez profond. Et donc je parle un peu quand même avec de l'expérience sur ces sujets-là. Il y a un sujet dont je veux parler et qui est vraiment important en fait. Si on regarde la dynamique civilisationnelle, donc depuis toujours ces 4000 ans, on voit que la notion de la parole, la notion de parler, ce que je fais aujourd'hui là, est complètement importante. Pourquoi ? C'est toujours cette dynamique de je donne autour de moi le monde que j'imagine à l'intérieur de moi. C'est une dynamique masculine. Je parle et je m'exprime. Et oui, voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que la notion d'écouter est complètement importante en fait. Et on s'en sortira beaucoup plus par l'écoute que par la parole. C'est-à-dire que, et là on voit bien que c'est bien dans l'autre sens que ça se passe, c'est-à-dire qu'on écoute ce qu'il y a à l'extérieur, et je vais même aller plus loin que ça. Jusqu'à présent, le pouvoir a beaucoup été pris autour de gens qui ont parlé tout le temps, qui ont toujours parlé, et plus ça va aller, je pense, et plus ça va être important d'écouter des gens qui ont eux-mêmes écouté. C'est-à-dire qui s'expriment effectivement, mais qui s'expriment à partir de ce qu'elles ont écouté, et non pas de ce qu'elles ont conçu. Ça fait une sacrée différence. Donc là, ça veut dire, en gros, dans les cercles, on voit bien, par exemple, dans des rencontres alternatives, on voit bien, il y a des recherches de consensus de temps en temps, par exemple, et donc une assemblée qui est en processus de décision pour un certain nombre, et on va bien voir que dans cette assemblée, finalement, il va y avoir 3-4 personnes qui vont parler, et une quinzaine qui vont ne rien dire. Et c'est ces gens-là qu'il faudrait écouter. Justement, le cercle sert à ça, et c'est là où c'est très très puissant, en fait, ces cercles de parole, c'est que chacun a un espace pour parler, et même s'il ne veut pas parler, c'est-à-dire que dans le sens il a le droit de ne rien dire, et à ce moment-là, on écoute son silence.
Et le silence peut être très parlant. Et tout ça est très important en fait. C'est-à-dire, faut être conscient que chacun a un rythme différent. Il y a des gens qui sont très rapides, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est pareil. Il y a des gens qui sont très rapides, qui vont très vite, tout ça. Et là, évidemment, l'espace est vite pris. Mais si on n'accepte pas qu'il y a des personnes qui ont un rythme qui est très lent, et si on ne respecte pas et si on n'écoute pas ce rythme, on n'entend pas ces personnes. Alors que ces personnes-là ont une autre vision du monde, ont écouté d'autres choses et ont d'autres choses à dire. Voilà, donc cette écoute-là, elle est complètement déterminante en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'entend qu'une seule voix, c'est-à-dire la voix de gens qui parlent d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, il est vraiment grand temps qu'on entende la voix de ceux qui écoutent les autres. Voilà. S'inscrire dans un cercle est à la fois un principe et dans le même temps une forme. La forme du cercle se différencie de l'ordre hiérarchique. Lorsque des êtres sont assis dans un cercle, ils ont tous une position physique égale à celle des autres. Et comme chacun parle à son tour, chacun est alors entendu. Dans le cercle, les silences sont pleins de résonance. Et la parole a autant de place que le ressenti et l'écoute de soi. C'est marrant parce que cette notion de cercle de parole et de multiplication de points de vue, c'est vraiment le principe qui gouverne les conseils de sages, par exemple, que tu retrouves dans différentes tribus, si tu veux, où c'est vraiment organisé autour de ce cercle. Même, je pense, en Afrique, par rapport aux arbres à palabres, etc., c'est vraiment les mêmes principes qu'on retrouve. Et autre chose aussi qui m'est venue en t'entendant, oui, la rencontre entre la différence est très importante. Et oui, le cercle permet ça. Et ça, je reviens directement aussi à la raison d'être de mes ateliers, pour le coup, les ateliers que je propose, où c'est vraiment du partage de savoir aussi. Pour moi, c'est aussi mieux connaître comment on fonctionne, quelque part, se tourner vers soi et s'émerveiller, en fait, devant le monde, devant la nature, devant l'univers que nous sommes chacun. Et je pense que cet émerveillement-là peut cultiver un émerveillement vers l'autre, un émerveillement vers la différence de l'autre. « dis donc, moi je fonctionne comme ça, et toi, comment est-ce que tu fonctionnes ?» Parce que justement, cet émerveillement-là nourrit cet élan vers l'autre. Il y a quelques années, 13 femmes de sagesse, venues de plusieurs pays du monde, se sont réunies en un seul conseil, le Conseil international des 13 grand-mères indigènes. Elles sont venues des États-Unis, du Gabon, Tibet, Brésil, Népal, du cercle arctique et du Mexique. Leur conseil s'est constitué en 1994 pour offrir des paroles de sagesse concernant la paix et la guérison de la terre. Les grand-mères disent que les femmes doivent former des alliances qui s'ajoutent à leur voix individuelle. Elles se saluent par une phrase que je ne vais pas me risquer à prononcer car j'aurais peur de mal le faire, mais on pourrait traduire de la langue Lakota comme signifiant « toutes mes relations ». Ainsi, elles reconnaissent par cette phrase que chacun existe en l'univers entier et que toutes choses dépendent les unes des autres. On a chacun une vision particulière. Moi, j'ai ma vision. Quand je suis dans un cercle d'hommes, j'ai autour de moi 3, 4, 7, 10 visions différentes. Quand je ne fonctionne qu'avec ma vision, c'est comme si j'étais dans une dimension. Je suis sur un papier couché et tout ça. C'est à plat. À 7, 8, 10, tout de suite, il y a un relief qui se met en place. Et sur une question précise, on va avoir 7, 8, 10 regards. Et tout de suite, ça va prendre un volume, une forme qu'on n'avait pas imaginée. Et évidemment, on va aller 10 fois plus vite. Et c'est même pas 10 fois plus vite, c'est que ça prend une autre dimension. Donc, il y a clairement tout un travail à faire pour à nouveau s'écouter et co-créer, c'est-à-dire faire ensemble. Il y a réellement un gros travail à faire comme ça. Quand on se rend compte qu'il y a plein de gens de très très bonnes intentions par rapport à ça, c'est-à-dire que on voit bien tous les souhaits d'éco-villages, d'habitats groupés, de collectifs et ainsi de suite. Et on voit en même temps à quel point on est en incapacité par rapport à ça. Juste un chiffre très rapide qui donne bien le ton. Il y a 95% des éco-villages
qui s'arrêtent au bout de 3 ans. D'accord. Parce qu'on ne sait pas faire et être ensemble. Tout simplement. C'est des histoires des notions de... On est vraiment handicapé dans la notion d'être ensemble et de faire ensemble. Voilà. Donc il y a vraiment un vrai travail à faire pour à nouveau s'ouvrir à la différence de l'autre et sentir que l'autre n'est pas un danger. Ça, c'est très très indo-européen. L'autre n'est pas un danger, c'est au contraire le fruit de cette rencontre qui va amener des solutions. On ne va pouvoir créer du nouveau que en se rencontrant et en créant ensemble. Ça va pas être une personne toute seule qui va dire voilà comment il faut faire, suivez-moi. Ça ne marchera pas. Le fonctionne comme ça en fait. Tout ça. Vous venez d'entendre un extrait du morceau Ulu Walk de FKP, un musicien local, voire très local, puisqu'il vit, compose et joue sa musique à côté d'Augan. Vous êtes sur Timbre FM, c'est bien. Pour terminer cette première partie sur les cercles de parole, Kim et Yann sont disponibles pour accompagner des cercles de parole naissants. Ils proposent leurs conseils pour aider au premier rendez-vous de ces rencontres, mais souhaitent que par la suite, les cercles vivent d'eux-mêmes grâce à ceux qui les auront créés. Vous pouvez retrouver les informations concernant les cercles de femmes sur le site internet de Kim, donc sur le site bridge2ban.com, BRICHTUBAN. Enfin, pour contacter Yann et découvrir son livre Minimum Vital, rendez-vous sur son site internet minimumvital, tout attaché, .free.fr. Connaissez-vous les cercles de fées ? Il serait fréquent que les fées, ces petites créatures discrètes, exécutent des rondes folles au plus profond des forêts. On peut alors découvrir des ronds parfaits au sol, formés par leurs empreintes, là où elles ont dansé. Ces histoires rappellent alors la forme des danses les plus anciennes, qui sont généralement des danses en cercle, avec des rythmes et des mouvements répétitifs. Des gestes souvent simples, et le rythme est martelé par les pieds nus ou les battements des mains. Les danseurs portent souvent un masque ou du maquillage qui permettait à l'esprit de se relâcher plus facilement en le séparant de l'image que le corps présentait au monde. Ils portaient des clochettes, des bracelets, pour accentuer le rythme de leur danse. Allons maintenant suivre les pas de la danse tribale. La danse orientale est connue de tous, on l'appelle la danse du ventre. Elle est probablement l'une des plus anciennes danses du monde. Son nom de danse du ventre vient des danses de fertilité qu'effectuaient les femmes afin d'honorer les déesses. Ces danses existaient vraisemblablement au moment du culte de la déesse mère, puis elles disparurent petit à petit. Son nom laisse à penser que seul le ventre est mis en avant. Mais au contraire, tout le corps de la danseuse est utilisé. La danse tribale, ou ATS pour American Tribal Style, est issue de cette danse orientale. Elle a également puisé ses inspirations en Inde et dans les pays d'Orient. J'ai rencontré Aurore, danseuse depuis plusieurs années. Ensemble, nous sommes allés rejoindre d'autres danseuses. Elles avaient toutes prévu de se retrouver pour danser l'ATS dans le bourg de Pimpon, devant l'abbaye. De nombreux spectateurs, intrigués, se sont arrêtés pour les regarder danser.
Alors là, nous sommes en route pour l'esplanade au pied de l'abbaye de Paimpont pour participer à la Flash Mob internationale d'ATS. Mob, ce sont des regroupements dansés, je pense qu'on pourrait dire, qui sont assez popularisés depuis quelques années, où en fait des danseurs se retrouvent sur un lieu public pour danser ensemble. C'était super bien, très joli, jolie jupe, joli costume, ambiance très sympathique, des jolis sourires pour toutes les filles. C'est très bien. Voilà. C'était magnifique, c'est vraiment une très belle danse, c'est intéressant de voir les costumes aussi et aussi tout le travail de chorégraphie. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle part en improvisation, si j'ai bien compris. Et c'est chouette à voir, en fait, il y a une belle écoute entre les différents partenaires. Et voilà quoi. En plus avec des conditions climatiques qui sont pas excellentes, donc c'était vraiment chouette à voir. Une belle initiative. L'ATS, ou danse tribale, est une danse terrienne, ancrée dans le sol, dans laquelle toutes les parties du corps sont sollicitées les unes après les autres. Les mouvements sont inspirés de la danse indienne, orientale, flamenco et tzigane. Cette danse est apparue aux États-Unis dans les années 60. Laetitia, professeure de danse à Ploërmel et Mauron, nous explique l'origine de cette danse. ATS, ça veut dire American Tribal Style. C'est une danse qui est née aux États-Unis à la fin des années 60 avec Jamila Salimpour, qui a été dansée dans une fête historique par une Jamila Salimpour qui était professeure de danse orientale et qui avait scandalisé l'organisatrice du festival parce qu'elle avait présenté vraiment de la danse qui était orientale alors que ça collait pas du tout avec l'univers authentique que le festival recherchait. Donc on lui avait demandé de travailler pour l'année suivante sur les origines de la danse orientale et elle a créé un nouveau style qui est le style tribal. Et qu'est-ce qui différenciait vraiment ce style tribal par rapport au style oriental initial ? Alors dans la danse, bien sûr, elle a rajouté des mouvements qui sont certes issus des danses traditionnelles orientales, mais aussi du flamenco, des danses tziganes, des danses indiennes. Le costume est très très différent aussi puisqu'on a rajouté des éléments traditionnels de différentes cultures. Vous avez pu voir toutes les jupes, les grandes jupes qu'on utilise, les sarouels. On a des cholis qui sont des petits hauts indiens qu'on porte sur la poitrine. On a des turbans pour cacher les cheveux, des bijoux qui sont anciens. On utilise des sagats. Les sagats s'utilisent aussi en danse orientale. Mais là, il y a une grande différence dans le costume puisqu'on essaie de cacher le plus possible le corps féminin. L'idée étant vraiment de se distancier du costume plutôt aguicheur, traditionnellement un peu aguicheur de la danseuse orientale. Sur la musique, comme vous l'entendez depuis tout à l'heure, on n'a pas que de la musique orientale, on utilise beaucoup de musique tzigane, indienne, des musiques vraiment traditionnelles où on peut aussi utiliser des musiques qui sont plus modernes, des musiques un peu électro.
venons d'écouter la chanson Tribal Ditch de FKP. La danseuse tribale porte de longues jupes colorées. Elle porte beaucoup de bijoux aux poignets et aux bras. Ses cheveux sont dans un turban ou bien enroulés dans un chignon et parsemés de fleurs de toutes les couleurs. C'est ainsi que l'on peut décrire le costume de la danseuse ATS. De la danseuse ou plutôt des danseuses. Car cette danse se partage en tribus, c'est une danse collective. Grâce à l'apprentissage de mouvements d'un répertoire particulier, les danseuses apprennent à communiquer avec leur tribu par des gestes et des regards. D'ailleurs, ce langage ATS permet aux danseuses du monde entier de danser ensemble, sans communiquer autrement qu'avec leur danse. Dans chaque tribu, il va y avoir une meneuse et les autres qui la suivent. La meneuse va entraîner sa troupe dans des combinaisons de mouvements, et l'ensemble donnera une impression de chorégraphie collective. D'ailleurs, à tour de rôle au sein de la tribu, chacun devient meneur puis suiveur. Les mouvements sont donc précis pour être compris de chaque suiveur, mais l'improvisation est aussi une règle. Ainsi, il n'y a pas de chorégraphie. Et à chaque fois que la danseuse pratique, elle se laisse guider par l'instinct des rythmes. Il y a une grande différence aussi au niveau social, c'est la notion de tribu. En fait, on danse vraiment ensemble, on danse pas côte à côte. C'est une très grande différence avec la danse orientale. Il y a une vraie notion d'égalité dans le groupe puisque c'est une danse qui est collective. Donc on a vraiment besoin de se baser les uns sur les autres et on danse vraiment ensemble. Ça, c'est très très important. Là, cette notion de tribu, c'est ce qui a déterminé le nom de danse tribale. Et au niveau individuel, comme je disais tout à l'heure avec le costume, il y a une vision qui est très particulière de la danseuse qui va exprimer davantage sa féminité et sa force, ce qui va un peu au-delà des clichés de la danseuse orientale qui est un peu séductrice, qui va mettre en avant ses jambes, sa poitrine avec des soutifs qui remontent les seins. Qui remontent les seins. Et les cheveux aussi. Les danseuses orientales vont beaucoup utiliser les cheveux, faire des tours de cheveux, va vraiment utiliser ça, les mains dans les cheveux. En danse tribale, surtout, on attache les cheveux, on les cache sous les turbans. L'idée étant vraiment de montrer sa féminité autrement que par les critères classiques qui sont érotisés un peu en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de valoriser le corps, mais bien la danse et les mouvements de la danse et aussi toute la communion du groupe, quoi, la beauté globale de la danse. Donc c'est très très différent. Ça, c'était les débuts de la danse tribale, autour des années 60, vers la fin des années 60. Un peu plus tard, vers la fin des années 80, on a Carolina Nericcio, en fait, qui est notre déesse à toutes. Qui a fondé la troupe vraiment mythique des Fat Chance Belly Dance, qui a codifié les mouvements de façon à les présenter en public en improvisation de groupe synchronisée. Donc ça, c'est très important puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fait maintenant. Comment c'est possible ? En fait, on a des danseurs qui apprennent les mouvements communs du répertoire Fat Chance Belly Dance et les règles de communication, comment on fait pour se comprendre entre nous sans discuter en fait, puisqu'on danse. Il y a un leader qui lance les mouvements, il y a des caractéristiques bien particulières de positionnement du corps, des bras, il y a ce qu'on appelle des clés qui sont utilisées, et les suiveurs vont pouvoir les reconnaître et les suivre en temps réel. Donc les mouvements sont internationaux, et ce qui est vraiment génial avec la danse tribale, c'est qu'on peut partager ce langage-là avec tous les danseurs du monde entier qui connaissent le répertoire Fat Chance Belly Dance. C'est une danse, pour moi c'est vraiment une danse d'ouverture quoi, qui demande d'accepter son corps, d'apprendre à bouger son corps différemment. On utilise vraiment des mouvements qu'on n'avait pas du tout, qu'on n'a jamais eu l'habitude d'utiliser auparavant. Au niveau psychologique, ça c'est vraiment, j'y tiens vraiment beaucoup dans cette danse. Ce que ça apporte, c'est une grande ouverture d'esprit, quoi. On réfléchit beaucoup autour des cultures, et puis de toutes les personnes, quoi, telles qu'elles sont, telles qu'elles ont envie d'être au sein des tribus. C'est vraiment très important. Donc toutes les origines, tout âge, toute corpulence, tout style. Enfin vraiment, c'est très ouvert. On a aussi une vision
respectueuse de soi-même, qui est liée pour moi à la position de sujet qui est très affirmée pour la danseuse tribale, que je distinguerais de la position plutôt d'objet que prend la danseuse orientale, d'objet de désir presque. Là en fait la danseuse tribale elle est très éloignée de ça, elle est plutôt féministe dans cette vision-là. On va aussi développer la créativité parce qu'on crée nos propres costumes. On travaille beaucoup sur sa propre place au sein d'un groupe, à quoi on sert dans un groupe, qu'est-ce qu'on apporte au groupe, qu'est-ce que le groupe nous apporte. Et puis bien sûr, tout ça, au bout de quelques temps, ça apporte aussi une meilleure assurance parce que tout ça c'est de l'improvisation, donc on travaille beaucoup sur la confiance, le lâcher-prise pour pouvoir être serein en dansant. Et ça c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est cette sérénité qu'on peut acquérir en dansant. En public, en improvisation, en groupe, sans savoir ce qui va se passer, malgré tout on peut être serein. Je pense que c'est la sérénité qui se dégage de la danseuse. Au-delà des mouvements qui soient bien faits, au-delà des bons placements, je pense que cette sérénité qui se dégage, c'est ça qui est impressionnant pour le public. Donc vous avez peut-être pu voir quels étaient les signaux qu'on utilisait pour pouvoir discuter toutes les deux et communiquer juste en dansant. Il y a ce déplacement de bras, en fait, ce qu'on appelle les clés, c'est souvent des placements de bras, de tête, de buste. On se donne des signaux avec les yeux aussi en regardant sur le côté quand on veut aller dans un endroit particulier. Donc c'est tout ça qu'on apprendra en fait. Tout au-delà des mouvements, on apprendra tous ces signaux-là qui permettent de danser de façon synchronisée en groupe. On communique beaucoup tout le temps, on est tout le temps en contact du regard et du coup ça nous aide aussi beaucoup à savoir ce qui va se passer. Ouais. Savoir quand on est en cercle. À un moment, il y en a une qui va prendre le leader et plus l'autre, mais il faut que ce soit clair. Donc il y en a une dans les yeux qui va dire « Hey, c'est mon tour !» Voilà, donc c'est un petit peu cette communication. Et c'est aussi pour ça qu'on a tout le temps, enfin en tout cas nous deux, sourire toujours accroché aux oreilles quand on danse ensemble. Le cercle offre à chacun une forme pour partager, tout en se rassemblant. Le groupe enracine et vous tient en connexion avec les autres. Dans la danse, nous pouvons découvrir des perceptions, découvrir des gestes et nous relier à notre instinct. La danse nous apprend la sagesse de nos corps. Elle nous apprend à nous libérer de nos manières de bouger et d'être. Elle entraîne le mouvement. Gabrielle Roth est une musicienne et danseuse américaine décédée en 2012. Elle a créé une forme de danse libre et de méditation en mouvement, appelée la danse des 5 rythmes. Sa pratique permet de voir la danse comme un outil de confiance en soi. J'ai ici un livre parmi ceux qu'elle a publiés qui s'appelle Les Voix de l'extase et qu'elle a publié donc, en 1989 et en français en 1994. Et je vais vous en lire un extrait. Mon remède, c'est le mouvement. Notre langage universel commun à tous, c'est le rythme. Il est le langage de l'âme. Mais le rythme est aussi un langage oublié parce que nous vivons la plupart du temps coupés de notre âme, qui est la source de notre vrai pouvoir personnel. Nous vivons dans nos têtes. Nous vivons en fait ce que nous pensons être. Nous croyons que tout ce que nous sommes, c'est notre personnalité. Mais un corps sans âme n'a pas de rythme. Un corps sans mouvement est un macabée ambulant. Nos corps se verrouillent dans des habitudes qui nous raidissent. Nos cœurs deviennent rigides à force de fonctionner par routine. Nous nous retrouvons comme engourdis et insensibles à ce que nous ressentons vraiment. Et notre mental se fait rapidement berner par des suppositions qu'il ne remet pas en question, nous faisant adopter des attitudes qui nous empêchent de voir ce qui se passe et surtout de goûter à l'abondance de la vie. Nous nous programmons en fait pour vivre dans l'ennui. Bien longtemps avant que je m'en doute, danser était pour moi le moyen de contrecarrer ces tendances à l'inertie, au manque d'énergie et de mouvement. Dès le début, j'ai réalisé qu'en dansant, je dépasse les limites de ma personnalité. C'est trop pour elle. Elle n'a pas le sens du rythme puisqu'elle fonctionne comme un robot, programmé pour effectuer seulement tel ou tel type de mouvement. Quand je danse, je me sens devenir libre. Ce sont mes propres pas qui me mènent, ainsi que le rythme que je laisse atteindre mon âme. Je chevauche la musique comme un surfeur chevauche les vagues. Je bouscule certaines parties de moi-même,
passe entre ou autour d'elle et va plus loin que ce que je connais. En fait, je vais là où je ne suis jamais allée. La danse m'a permis de voyager dans mon corps pour me rendre jusqu'à mon cœur en doublant mon mental pour atteindre un autre espace d'existence. Un espace auquel je donne le nom d'extase et dans lequel j'entre en communion totale avec l'esprit. Donc voilà. C'est bientôt la fin d'Au clair de la lune, puisqu'il est juste temps pour moi de vous dire au revoir, de remercier tous ceux qui m'ont donné un peu de leur temps et de leur enseignement. Donc merci à Yann et Kim pour la partie sur les cercles de parole. Pour la danse ATS, je remercie la professeure de danse Laetitia. Vous pouvez retrouver ses activités sur son site internet sisya.sopixi.fr 2sya.sopixi. Les autres danseuses, notamment Aurore et Sand, que l'on a pu entendre dans l'émission. Maintenant, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission. Et pour terminer, je vous envoie un morceau de Rona Hartner et DJ Tagada qui s'appelle « Un morito pour la zigane ». Măicuța, draga mea, uit-o acolo pe terasă. Abia un amor